Ici Guy Gendron, cette semaine à Tout le monde en parlait, un rappel que la compétition olympique n'est pas uniquement sportive, comme nous l'a tristement illustré en 1988 le cas de Ben Johnson. Un jour célébré comme l'homme le plus rapide au monde, le lendemain devenu l'un des plus détestés. L'affaire de dopage sportif mélange politique, science et sport. Un cocktail toxique, comme nous le racontent Richard Fortin et Marc Jasmin. « 11 septembre 1988, Séoul, Corée du Sud. 13 heures, heure locale. Où étiez-vous au moment du 100 mètres de Ben Johnson? J'étais devant mon poste de télévision, j'étais pas encore dans l'équipe olympique. J'étais chez moi, j'étais pas à Séoul. Moi, j'étais au laboratoire de Montréal quand tout ça s'est passé. J'étais pas au stade live, j'étais au centre-ville. J'écoutais à la télévision, puis j'étais à la maison. C'est la finale du 100 mètres des Jeux olympiques. Deux géants s'affrontent. L'Américain Carl Lewis et le Canadien Ben Johnson. Le monde retient son souffle. Et le départ est bon. Le départ est bon, c'est Johnson qui est bien parti. Johnson, attention dans le couloir numéro 1. Johnson est en tête, c'est Johnson. Réussite, Ben Johnson, médaille d'or. Et nous, comme Canadiens, bon, c'est sûr qu'on voulait que Ben Johnson gagne. Mais en même temps, moi, j'avais un dilemme parce que Carl Lewis, c'était mon idole. À Séoul, c'était vraiment, je pourrais dire, c'était les jeux de Carl Lewis et Ben Johnson. Ben Johnson, 9,79, un nouveau record du monde. Et j'étais de ceux qui doutaient de la forme de Ben Johnson parce qu'il avait montré des signes inquiétants dans les rondes précédentes. Ce que les gens ne se rappellent peut-être pas, c'est que Johnson a failli être éliminé en quart de finale lorsqu'il a coupé son effort et qu'il a été coiffé à la ligne et qu'il a été repêché au temps, ce qui nous aurait évité peut-être un scandale historique. 9,79, c'est incroyable, c'est incroyable. La planète entière retient son souffle pendant ce temps-là parce qu'on va voir l'homme le plus rapide du monde. Dans l'inconscient, en fait, des gens, c'est inouï. Leur parlez pas de dopage. Après, peut-être. Après, très vite, la rumeur court que le contrôle antidopage vient de faire une prise. Une très grosse prise. Il y a une compétition que j'ai assistée aussi, c'était au Japon, quelques mois avant. Ben était considéré... écoute, c'était un dieu, là. Il y avait Ben et les autres. C'était ça. C'était impressionnant, wow. The urine sample of Ben Johnson, Canada, athletics 100 meter, collected on Saturday, 24 September 1988, was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol. My coach, Charlie, he came to me at my door about early morning, between 6 or 7 o'clock in the morning, and it looked something like one of his parents died or something like that. He looked very sad, and I asked him, what's wrong? He said, I test positive. And I said, no, it can't be. Ben Johnson, le roi des Jeux de Séoul, est terrassé, humilié et déchu en moins d'une journée. On a trouvé des stéroïdes anabolisants dans son sang. Il a triché. C'est la victoire de la dope et de la triche et du déni. La chimiste Christiane Ayotte est aujourd'hui à la tête du laboratoire de contrôle du dopage du Centre INRS Institut Armand-Frappier, un des meilleurs au monde. Après Séoul, elle a confirmé la validité de nouveaux tests effectués sur Johnson en 92 et 93. Des pics qui sont ici, que l'on ne retrouvera pas en temps normal chez un individu qui n'a pas pris de stanozolol. Ces deux tests positifs mettront fin à la carrière de Ben Johnson. Pensez-vous que Ben Johnson s'est dopé la veille de sa course de 100 mètres? Pas du tout. Il était dopé, on l'a appris depuis des années, depuis 81. Le stanozolol était invisible, jusque malheureusement, juste avant Séoul. Les noms étaient mis dans le chapeau, on pigeait. Son nom n'était jamais dans le chapeau. Donc, il y avait toute une série de triches qui se faisaient à l'époque. C'est marrant parce que ça a intrigué personne que ça aille aussi vite.
Alors qu'on sait que les tests antidopage, à l'époque, n'étaient pas aussi rapides. Je trouve ça triste pour Ben parce que c'était les autres coureurs qui étaient avec lui étaient probablement dans des conditions assez similaires, là. Ma théorie là-dessus, c'est qu'il fallait prendre un bouc émissaire puis il fallait le déposer sur l'autel pour dire qu'on ne tolère pas le dopage. Mais c'est drôle, on n'a jamais pris d'Américains dans des compétitions olympiques comme ça, de dopage. Mais ce que ça m'inspire, c'est que Ben Johnson, s'il avait été américain, même anglais d'ailleurs, aurait sauvé sa peau, je pense. Pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que Ben Johnson a été le bouc émissaire qui a dû payer pour tous les autres? 24 ans plus tard, je me pose encore la même question. Je préfère une affirmation que sûrement s'il n'avait pas été Canadien, sûrement ça ne serait pas sorti. S'il avait été américain, ça ne serait pas sorti. Je ne dis pas américain. Je dis s'il n'avait pas été Canadien, sûrement ça ne serait pas sorti. Sûrement? Sûrement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On est sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup... Tu vois, tu entends. C'est... Allez, coach. What happened, Ben? Tell us what happened. De son côté, Ben Johnson nie tout. Il affirme qu'il n'a pas triché, qu'il n'a jamais pris de stéroïdes. Moi, j'ai jamais vu rien de si spectaculaire dans ma job que Ben Johnson positif. Ben Johnson est une victime, un bouc émissaire. Tous les autres étaient dopés. C'est comme une espèce de complexe de petits. Nous, on est des petits Canadiens, donc les autres savent comment se doper. Donc, il n'y avait pas de théorie du complot. Il y avait un gars qui a mal penser son dopage. Mais il faut vraiment pas penser que, eût-il été un Américain, ça serait passé différemment. Il aurait passé dans le tordeur avec les évidences qu'il y avait de la même façon. Après la pause, quand la politique s'en mêle. A hush over the crowd, and away goes Ben Johnson. Carl Lewis trying to catch up to him. Ben Johnson with that blazing start. Johnson to the finish line, clearly ahead of Carl Lewis, and Ben Johnson wins the gold medal, and with a time of 9:84, shatters Calvin Smith's world record. Et la pire hypocrisie, c'était Ben Johnson. Parce que j'étais dans le stade en 87 à Rome, quand il a battu le record du monde. Le ministre des Sports était Otto Jelinek. Il était debout à nos côtés et il célébrait la victoire du Canada. Ça a été la même chose à Séoul quand il a reçu un coup de téléphone du premier ministre Mulroney à l'époque. Et puis tout à coup, arrive le scandale. Et qu'est-ce qu'on fait de Ben Johnson? C'est la portion, moi, qui m'attriste le plus, c'est qu'on l'a dit, ah, Ben Johnson, c'est ce sprinter d'origine jamaïcaine qui a été pris pour le Canada. La veille, il reçoit un appel en direct du premier ministre. Vous voyez qu'on s'accommode bien. Mais l'idée, dans tout ce qu'on peut entendre sur le dopage, c'est de ne pas se faire prendre. Tant et aussi longtemps que ça tient, tout le monde est content. Le nouveau et très jeune ministre fédéral des Sports, Jean Charest, réagit très rapidement. M. Ben Johnson, à partir d'immédiatement, est suspendu à vie de tout support de la part du gouvernement du Canada. Il croit laver l'honneur du Canada. Mais un ministre des Sports a-t-il tous les droits? Il y en a plusieurs qui ont trouvé que cette réaction était peut-être prématurée et aussi peut-être un peu trop draconienne. Mais donc, vous dites que le gouvernement n'a pas à s'ingérer politiquement dans cette question-là? Non, le gouvernement ne devrait pas s'ingérer là. Le gouvernement peut bannir ou peut suspendre les paiements à l'athlète, et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais quand le gouvernement dit que l'athlète ne peut plus faire des compétitions, là, pour moi, il va trop loin. Alors, pour dénouer la crise, le gouvernement crée la commission Dobbin, chargée de faire la lumière sur le dopage dans le sport amateur. Parce qu'on va s'apercevoir que la commission Dobbin n'a pas vraiment, en fait, c'est resté un problème, en fait, américain, voire nord-américain. Alors que les Jeux olympiques, c'est le monde entier, là, c'est pas juste l'Amérique ou le Canada. Et là, c'est ce que je reproche, c'est qu'on n'a vraiment pas élargi le débat
en train de regarder un spectacle. Après, ce qui se passe dans les coulisses, c'est autre chose. Ce long mea culpa, qui voit défiler des dizaines d'athlètes et quelques entraîneurs, est un exercice pénible et humiliant. Common terminology, roids, juice, the stuff. I know sufficient about anabolic steroids. Ben got up and pulled his track pants down. Dr. Astafan walked towards Ben and injected him with this liquid. Avec le scandale de Ben Johnson, ça aboutit en commission royale d'enquête. On tentait de dire Ben Johnson est un cas isolé, alors que Johnson a, bien qu'il ait nié jusqu'à l'extrémité, son équipe, le Mazda Club, nous a montré, disait oui, il y a du dopage, oui, on le faisait, mais malheureusement, à chaque fois qu'il y en avait un qui parlait, il recevait la sanction, il était suspendu. Donc les bouches qui étaient ouvertes au début se sont fermées rapidement. La cause de tout ce psychodrame, Ben Johnson. Il clame toujours son innocence. Autorisé à reprendre la compétition, il est contrôlé positif aux stéroïdes à 2 reprises, à la grande surprise de son médecin, le Dr Astafan. Cette relation avec le Dr Jamie Astafan était une relation qui a pris une tournure de panique, qui a conduit à une erreur. Non pas une erreur de s'être dopé, là. C'est ça qui est extraordinaire. La première réaction du Dr Jamie Astafan, ça a été « Comment se fait-il qu'il restait des traces? » C'est quand même quelque chose. L'idée était de dire « Merde, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? » Et finalement, on est dans le déni total parce que cet athlète va se doper, mais n'a aucunement l'impression de tricher. Ça devient assez schizophrénique comme comportement. Et c'est seulement une fois qu'ils sont pris la main dans le sac, ça prend une telle ampleur que là, ils ont besoin effectivement de consulter pour s'apercevoir qu'effectivement, ils avaient pris des raccourcis. They had to find a victim. They had to find a victim, yeah. You know, to cover themselves. So I was in the middle. I caught in the middle. And I take the blame for everybody else. Après la pause, des origines du dopage sportif jusqu'au pire exemple, celui des Olympiques de 1976 à Montréal. Le dopage sportif, spécialement olympique, ne date pas d'hier. On se dope depuis les Jeux d'Athènes en 1896. Et bien sûr, on se dopait dans l'Antiquité. Les premiers tests, évidemment, étaient faits visaient donc l'alcool et les stimulants du type de l'amphétamine et les narcotiques du type de l'héroïne ou de la morphine parce que c'était mélangé. C'était des mélanges pour combattre la douleur aussi en même temps. Au fur et à mesure des avancées ou des percées de la pharmaco et des scientifiques qui développaient des produits pour l'industrie pharmaceutique, puis sont entrés les stéroïdes anabolisants. Alors ça, les stéroïdes anabolisants et toutes ces découvertes se sont imbriquées dans le sport. Mais il n'y avait pas moyen de les tester efficacement. Et en Allemagne de l'Est, notamment dans les années 70, où le programme sportif a été particulièrement percutant et efficace. Et pourquoi? Parce qu'on transformait des jeunes filles en hommes. Alors, c'est évident, avec des hormones masculines, alors il était assez évident qu'on prenait un avantage. Les succès étaient moins grands avec les hommes parce que les hommes avaient déjà un bassin d'hormones appréciable. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règles qui les régissent. Les Jeux de Montréal en 1976 marquent une sorte de sommet du dopage. Un autre problème que posent désormais les Jeux olympiques. Le triomphe du sport dit d'État qui s'est confirmé à Montréal. 48 médailles d'or pour l'URSS, 40 pour la RDA, contre 34 seulement pour les États-Unis. Chiffre éloquent. Mondial vient d'être égalé. Cornelia Ender. Alors les stéroïdes anabolisants, c'est un problème plus grave, un peu plus compliqué, mais je crois que nous arrivons à une bonne solution puisque nous faisons un contrôle
moins important que le contrôle habituel, mais dans la même mesure, nous sommes en mesure de le faire bien. Et le laboratoire dont nous disposons ici à Montréal, je crois vraiment, est un laboratoire très, très, très bon et de toute première qualité. Si on reprenait maintenant les échantillons des Jeux olympiques de Montréal, ce serait catastrophique. On est rendu maintenant qu'on peut voir 1 picogramme par millilitre d'urine. Donc, à l'époque, on parlait d'être capable de détecter une tasse dans une piscine olympique. Maintenant, c'est plus petit qu'une goutte, ce qu'on peut voir et détecter. Est-ce que ça devient évident qu'à Montréal, il y avait un dopage systématique dans plusieurs délégations? C'est crevant. C'est crevant, par exemple, on n'a qu'à prendre des épreuves échantillons, des épreuves étalons. Les meilleures mondiales féminines au poids, aux 800 mètres, au disque, 96, 20 ans plus tard, n'arriveraient pas à terminer dans les 4 ou 5 premières des Jeux de Montréal 76. Les Soviétiques avaient un bateau sur le Saint-Laurent également où ils pré-testaient leurs athlètes pour être certains qu'au moment d'entrer en compétition, s'ils étaient testés, rien ne paraîtrait. D'après le Globe and Mail de Toronto, des responsables de la délégation de l'Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques de Montréal ont jeté dans le Saint-Laurent 10 valises contenant des drogues et des aiguilles pour détruire des preuves de dopage de leurs athlètes. À Montréal, il y a eu des choses absolument effroyables qui ont été réalisées. Les seringues est-allemandes dans le fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas du Stephen King, ce n'est pas un polar, c'est bel et bien vrai. Aux Jeux panaméricains en 1983 à Caracas, l'organisation prend la lutte antidopage au sérieux. Les athlètes américains avertis préfèrent déclarer forfait, mais pas les Canadiens, particulièrement les haltérophiles, qui sont notoirement dopés aux stéroïdes. C'est alors qu'il y a eu des grandes razzias dans l'haltérophilie canadienne et américaine et internationale, mais pour nous, je pense que c'était plus percutant. Les Jeux de Caracas, notamment, les Jeux panaméricains, où les athlètes américains, une fois avertis que le professeur Don Hockey d'Allemagne était pour être là avec son équipe pour tester pour les anabolisants, plusieurs Américains sont venus, nos Canadiens sont restés, ils ont écopé des résultats positifs. Après le scandale de Caracas, Christiane Ayotte, une jeune chimiste à l'Institut national de recherche scientifique, est chargée de mettre au point des tests antidopage pour les Olympiques de Los Angeles en 1984. Et je vous dirais aussi que dans les années 80, moi, je trouvais pas ça évident de savoir du tout qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et les programmes antidopage en étaient au balbutiement. Puis je pense que tout le monde essayait de se positionner là-dedans comme ça va disparaître, ça va disparaître. Et on va pouvoir continuer à faire bricoler nos trucs comme d'habitude. Mais à Séoul, 4 ans plus tard, la vérité éclate. Ben Johnson, une très grande vedette, est prise au piège. La vérité éclate, mais pas toute la vérité. Je me disais, il est impossible que ce soit seulement Ben qui ait été pris. Parce que sur les 8 finalistes, les doutes étaient extrêmement élevés sur les 8. Alors je me disais, au bon sens, est-ce qu'on a décidé de cibler uniquement le gros poisson pour faire éclater une fois pour toutes le scandale? Et ça, je trouve ça profondément désolant. Profondément désolant, parce que j'ai aimé le sport olympique. Je l'aime encore, moins avec une certaine naïveté, une certaine fraîcheur qui, évidemment, est complètement disparue, évaporée. En 2003, Wade Exum, ancien chef du programme de détection du Comité olympique américain, remet à des journaux un dossier compromettant. 15 ans plus tard, on apprend que l'athlète américain du siècle était lui aussi dopé. 3 substances illicites, des stimulants légers, décelés lors des épreuves de sélection. Il révèle que Carl Lewis avait été contrôlé positif à 3 reprises, lors des épreuves américaines de qualification pour les Jeux olympiques de Séoul. Le sprinter américain Carl Lewis a reconnu avoir obtenu l'absolution de son comité olympique des États-Unis après 3 contrôles antidopage positifs avant les Jeux de Séoul en 1988. Carl Lewis a fait cette déclaration à un journal californien. Tout le monde a été à la même enseigne et j'ai échappé à des sanctions de la même façon que des centaines d'autres athlètes contrôlés positifs, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, il existe une agence mondiale antidopage qui est basée à Montréal pour mener ce jeu du chat et de la souris contre les tricheurs. Il en va non seulement de la réputation du sport
et de la santé ou même de la vie des athlètes qui se droguent. Mais aussi, il s'agit de protéger les victimes collatérales du dopage, les athlètes honnêtes.